commencer. Super. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au Salon du Carrefour Immobilier. Donc, vous l'avez presque tous fait. Félicitations pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous invite à allumer votre caméra. Ça va être un salon de discussion aujourd'hui. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas moi qui va parler. Il n'y a pas uniquement moi qui vais parler pendant une heure. On va avoir l'occasion de discuter ensemble, hein, parce que c'est important que l'on puisse communiquer et que vous puissiez surtout poser vos questions. Parce que c'est le but aujourd'hui, parce qu'on va parler de vos défis en prospection. Donc, le thème de la rencontre d'aujourd'hui, c'est les défis en prospection et surtout, comment est-ce que l'on fait pour faire des transactions à répétition, hein, la voie royale de l'immobilier, quelle que soit la niche que vous allez choisir, c'est de développer de muscles, de faire des transactions à répétition, ce qui vous permet de vivre, si c'est votre objectif, de l'immobilier. Donc, avant de commencer, pour le bénéfice de ceux qui ne nous connaissent pas, pour le bénéfice de ceux à qui c'est la première fois qu'ils viennent nous voir, donc nous, on est le Carrefour Immobilier. Notre mission, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. Donc, on est prêteur privé hypothécaire. On est spécialisé en sauvetage immobilier. Et on a une équipe de prospection que vous voyez sur cette belle photo qui pourra vous assister également si vous avez des transactions que vous aimeriez faire avec nous. Je vais vous expliquer tantôt comment est-ce que l'on travaille. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler, on l'a dit un petit peu en intro avant qu'on commence, mais on ne va pas parler de multilogement, ni de chalet, ni de terrain. Okay, on va parler uniquement de prospection et particulièrement de prospection en sauvetage immobilier. Alors, qu'est-ce que c'est le sauvetage immobilier? C'est des avis de 60 jours, c'est des hypothèques légales et c'est des prêts d'intérêt à haut taux d'intérêt. D'accord? Donc, c'est les principaux actes que l'on prospecte. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait des transactions à répétition. Avant d'entrer dans le vif du sujet et avant de commencer, je vous invite à aller sur vos agendas et de réserver votre soirée du 29 août. Donc, le 29 août prochain, on donne une formation, enfin un atelier de formation au campus de Longueuil à l'Université Sherbrooke. Donc, c'est un atelier de formation sur la prospection. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait nos méthodes de prospection. On va faire de la pratique en salle. On va faire ce que l'on appelle des jeux de rôle, parce que les jeux de rôle, c'est très, très formateur. Dans n'importe quel domaine comme la prospection, il y a quand même une portion qui est relation avec les gens, approche avec les gens. Ça se travaille. On s'improvise pas prospecteur, on s'improvise pas vendeur. Et puis la meilleure façon de le faire, c'est de pratiquer en salle, d'accord? Donc on va pratiquer en salle, on va faire des jeux de rôle réels, des mises en situation réelles avec des vraies situations pour que vous puissiez pratiquer votre muscle de devenir un prospecteur prospère, d'accord? On va également vous montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver des deals sans compétition. Okay, parce que c'est ça qui est important. Ce qui est important pour faire des transactions en immobilier, oui, vous verrez, je vais vous citer plein de choses importantes tout à l'heure, mais c'est important de pouvoir identifier les transactions où vous avez le moins de compétition possible. C'est là où vous allez avoir les meilleurs profits. D'accord? Et une dernière chose, c'est qu'on va vous donner une liste de 10 leads exclusifs, 10 leads qui sont issus de notre logiciel, Weedy. Je vais vous en parler d'ailleurs un peu plus tard tantôt, qui nous permet d'extraire uniquement les leads qui nous intéressent et vous allez justement avoir un partenaire qui va vous être dédié à l'intérieur de cet atelier avec qui va vous aider à qualifier et à closer ces transactions-là. Donc, du moment où vous participez à cet atelier de formation, vous n'êtes plus tout seul, vous commencez à travailler avec nous, à bâtir une relation avec nous pour faire des transactions à répétition. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de réaliser. Donc, c'est une formation qu'on a fait à un petit prix qui est accessible à tout le monde. Cette formation, à la base, est faite pour notre équipe. On ouvre quelques places. Donc, la formation est limitée à 15 personnes. Donc, en gros, il n'y a que 5 places disponibles parce que là, les autres places sont prises par les membres de notre équipe. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. On va vous laisser le lien tantôt pour vous inscrire. On fait tout le temps salle comble. Les salles sont toutes en pleine. Donc, on vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous rendre sur carrefourimmobilier.ca/calendrier et réserver votre place pour le 29 août prochain. Bon, comment est-ce qu'on fait des transactions à répétition? Alors, la présentation d'aujourd'hui va être en deux volets. La première partie, on va parler de vos défis en prospection. Donc, cette première partie qui va durer à peu près jusqu'à 12h30, donc qui va durer à peu près 20-25 minutes. On va parler de votre défi, donc ça veut dire que la parole va être à vous. Vous allez pouvoir évoquer votre défi en prospection, puis on va trouver ensemble, vous donner nos conseils ou des pistes de réflexion pour améliorer ou passer à travers ce défi. Ça, c'est la première partie qui va durer jusqu'à 12h30. Et puis, la deuxième partie, on va vous raconter une histoire à succès, mais surtout, particulièrement aujourd'hui, on va vous expliquer comment est-ce que l'on fait, nous, au Carrefour Immobilier, pour faire des transactions à répétition.
Donc, on va vous montrer, on va vous livrer notre méthode de travail. D'accord? Donc, on arrive à la première partie maintenant. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une question ou un défi en prospection que vous aimeriez évoquer pour qu'on puisse tenter d'y répondre? On a beaucoup de caméras fermées, donc si vous voulez allumer vos caméras, ce serait très apprécié. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait mettre en avant un défi, ben, on va pouvoir tenter d'y répondre. Ça peut être trouver des deals, trouver de l'argent, ça peut être manque de temps. C'est souvent les sujets qui reviennent le plus souvent. Effectivement. Oui, Kaina. Alors, moi, en fait, je ne vous ai pas dit que j'étais aussi courtier immobilier en parallèle de ma job principale dans une institution financière. En fait, mon défi actuel, c'est d'aller chercher des clients vendeurs. Je sais qu'il va y en avoir à un moment donné, c'est clair, avec tous les éléments qu'on avait évoqués un peu plus tôt, en termes de taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter, en termes de certaines difficultés financières que certains propriétaires vont connaître malheureusement. Donc, moi, mon défi, c'est plutôt d'aller chercher des vendeurs, des clients acheteurs. J'en ai certains, mais on s'entend que pour qu'une transaction d'achat se concrétise, ça te prend pratiquement 10 visites. Donc, 10 fois d'efforts que si j'aurais eu, mettons, un client vendeur peut-être. Fait que, je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs, des façons d'aller gagner en temps, en efficacité. J'ai accès à une liste de prospects, je dirais, que j'ai payé avec mon agence de courtage, mais je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas commencé. Parce que la première question que j'avais posée, c'était est-ce que tous mes collègues courtiers immobiliers dans la même bannière ont accès à la même liste? Ben, on m'avait dit oui. Donc, moi, je me dis, ben, l'élément bloquant, c'était le fait que ces clients-là auront pu être contactés déjà par un, deux, trois confrères avant que moi, je les appelle finalement. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire ou pas, là, mais c'est un petit peu ça, je dirais, mon défi. Très clair, c'est une très, très un bonne problème question. très connu. Très, très bonne Pardon? question Lina, que tu poses. Et alors, c'est déjà je vais te renvoyer quelque part, Kaina. Je vais répondre à cette question, mais si tu veux vraiment qu'on approfondisse vraiment cette question-là, est-ce que tu fais partie de notre groupe Les Prospecteurs Prospères? Je crois que non. Ok, je t'invite à le rejoindre et tu vas visionner la vidéo de la dernière fois où j'explique comment est-ce qu'on travaille avec les courtiers immobiliers, parce qu'on travaille avec les courtiers immobiliers OK. pour justement trouver des mandats de vente où tu as un client qui doit vendre. Parce que toi, en tant que courtier, qu'est-ce qui t'intéresse en fait au final? Est-ce que c'est un client qui pense vendre ou est-ce que c'est un client qui est déterminé à vendre? Ben, c'est sûr que c'est le deuxième, hein. Le deuxième, c'est évident, mais en général, lorsque tu vas inscrire des bâtisses, tu vas avoir affaire à ces deux typologies de clients. Mhm. Il y en a qui veulent vendre et puis des fois, ils veulent vendre et ils ont des attentes qui sont peut-être irréalistes. Mhm. C'est-à-dire que tu vas les voir, tu vas estimer la propriété, puis ils vont dire ouais, mais non, mais mais moi j'ai un autre courtier qui m'a dit que je pouvais le vendre plus cher et que blablabla. Et puis en plus, lui, il va faire un taux. Toi, tu me charges 5%, mais lui il va me faire 4. Mhm. Est-ce que je dis des bêtises dans la réalité Non, c'est tout à fait ça. d'un courtier immobilier? Ça, c'est la vraie réalité d'un courtier immobilier. Ça veut dire que tu as deux grandes typologies de clients. Tu as Mhm. le client qui pense vendre, qui souhaite vendre, et tu as le client qui n'a pas le choix de vendre. Mhm. Pour trouver ce client qui n'a pas le choix de vendre, qui est le client qui t'intéresse plus, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est sûr qu'il faut faire peut-être des suivis et puis peut-être tomber sur le bon moment où il décide vraiment de vendre. Ben, c'est savoir à quel moment il compte vendre. S'il me dit, ben, ce ne serait pas cette année, ben, il me dira, c'est peut-être l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, est-ce qu'on parle de début d'année, au printemps, à l'été, l'automne? Puis c'est sûr que je ferai peut-être des La petits fenêtre. rappels amicaux à ce Je vais, moment-là. je vais poser la question différemment. Et tu verras, tu vas avoir la réponse avec ça. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a envie d'arrêter de fumer Mhm. versus une personne qui sort de son médecin lui dit, écoute, tu as une maladie grave là, il faut que tu arrêtes de fumer. Laquelle des deux, à ton avis, va être le plus motivé? Ben, c'est sûr que c'est le deuxième, hein. Oui. Donc, si je reviens à ma question initiale, Mhm. quelle typologie de vendeur tu dois trouver?
Je dirais plus des personnes hésitantes. Non. Ben non, des personnes qui n'ont pas le choix de vendre. Donc, ces Ben, c'est personnes qui sûr n'ont que pas le ça choix de dépend, je vendre, dirais, ça dépend. Mhm. ces personnes qui n'ont pas le choix de vendre, il faut qu'ils aient un problème difficile. Ben, c'est sûr, l'histoire de la vie de 60 jours, les reprises de finances, les garanties légales, eux, ils n'ont pas le choix, là. Ben, ils ont des choix. Des fois, ils peuvent garder la maison, mais des fois, ce n'est pas possible. Ouais. Mhm. OK? Nous, les courtiers avec qui on travaille, c'est comme ça que l'on fonctionne. C'est que souvent, ben, nous, les clients qui veulent conserver, on sait les identifier déjà. Ces cibles-là, on sait les identifier. Mais ce n'est pas tout le temps qu'ils peuvent garder leur maison. 9 fois sur 10, ces clients-là veulent garder leur maison. Ça veut dire qu'ils ont un préavis d'exercice, un avis 60 jours. Ils veulent conserver leur maison. D'accord? Mhm. Mais des fois, ça se ramasse sur notre bureau et moi, je dis, écoute, tu ne peux pas garder ta maison. C'est impossible que tu gardes ta maison. Il va falloir que tu la vendes. Mhm. D'accord? Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être payer la dette, arrêter la procédure avec la banque pour pas que tu te fasses saisir. Mais en échange, je vais te demander de le vendre, de mettre en vente avec le courtier de mon choix. Mhm. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon une vente ordonnée. D'accord? Mhm. Pour être sûr que tu puisses vendre au maximum du prix et au moins repartir avec ton équité. Donc, tu vas pas garder ta maison, mais au moins tu vas la vendre en sortant ton équité. Bien entendu, on cadre le contrat pour que ce soit vendu à la bonne valeur et ainsi de suite. Absolument. Je veux dire, mais dans ces conditions-là, là, le vendeur, il est solide. Mhm. Et ce n'est pas un vendeur qui va consulter 3-4 courtiers, qui va dire ouais, mais tiens, j'ai trouvé un dixième de point moins cher en frais de dossier, donc je vais prendre l'autre courtier. Ouais. Un mandat de courtier, en général, un bon mandat de courtier, c'est combien de pourcents en général? Tu parles de la rétribution ou Ouais, la du fait? rétribution. La rétribution, tu inscris un mandat de courtage. Un mandat de courtage, c'est combien de pourcents en général? Ben, généralement, c'est du 5%, souvent, je Du dirais. 5%. Les 3 Mhm. derniers mandats qu'on a fait avec Leïla qui travaille avec nous, à ton avis, elle a signé à combien de pourcents? Aucune idée. 6%. Oh, c'est bon. C'est un bon mandat, 6%. Ben, tu pars. Ben Mais oui, c'est clair. pas un mandat, plusieurs. Non, mais plusieurs. Mais je veux dire, c'est un Ah, bon mandat, c'est sûr. 6%. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi elle est arrivée à faire ça? Bon, déjà, parce qu'on travaille ensemble, on la connaît. Elle est formée à nos méthodes. Et également, c'est que le client qui était en face, c'est le client était sur le bord de se faire saisir. Donc, il avait deux choix. C'est soit Ben il oui. vend avec nous et nous, on va payer la dette, faire un petit prêt le temps qu'il vende. Mhm. Soit bah, il peut essayer lui-même, mais s'il ne vend pas, il va se faire saisir. C'est clair. Donc, il a choisi le plan B, se faire accompagner par des professionnels. Oui, il y a le mandat qui est à 6%, mais le mandat, il n'a même pas négocié. Tu sais, il est pris en charge comme un petit bébé par une équipe avec un courtier, avec tout. Nous, on connaît tout le système pour l'aider à vendre dans les meilleures conditions. Tu comprends? Ben oui, c'est génial. Donc, pour revenir à ton problème initial, il est hyper important que tu puisses identifier des clients qui ont des problèmes et Mhm. idéalement, que ce ne soient pas des leads qui soient des leads partagés. Parce que la question que tu as posée, c'est une excellente question que tu as posée à ton agence qui te vend les leads. S'ils te vendent des leads à toi, qui vendent à tous les courtiers du Québec, mais là, le client, il va être sursollicité. Et la seule chose qui va faire qu'il va te choisir toi ou un autre, ben, c'est quoi? C'est ton beau sourire, peut-être la rétribution que tu vas Non, vouloir. même pas, c'est au téléphone en plus. Du coup, c'est difficile. Ben, c'est sûr, c'est super difficile. Mhm. À C'est l'inverse, sûr. le client est passé par notre filtre. Et là, je dis à mon client, écoute, il y a Kaina qui va t'appeler. D'accord? Il va venir te voir pour inscrire le mandat. Tiens, et là, quand elle appelle les clients qu'on lui réfère, c'est pas est-ce que c'est j'ai rendez-vous telle date, elle y va et c'est en ce qu'on appelle R1 en rendez-vous 1, elle signe le mandat. Tu sais, Mhm. c'est closé, quoi. Tu comprends? Je veux dire, y a pas de, on n'est pas en train de discuter, est-ce que je suis en train de Est-ce que magasiner? la possibilité, ouais. Mhm. Tu vois? Donc, je ne suis pas en train de te vendre notre chose, c'est-à-dire qu'il faut que tu travailles absolument avec nous, c'est pas ce que je suis en train de te dire. D'accord? Je suis en train de te dire que dans ton cas de figure à toi, ce qui est important, c'est que tu cherches des clients qui sont déterminés à vendre, qui n'ont pas le choix de vendre. D'accord? Mhm. Et que ce lead provienne d'un endroit où il y a le moins de compétition possible. Exact. Moi, je fais partie des clients, par exemple, je fais partie des clients que tu n'aimerais pas avoir. Moi, je suis en train de vendre mon condo au centre-ville de Montréal. Tu dis, c'est bien vendre un condo au centre-ville de Montréal, c'est bon ça, d'accord? Sauf que moi, je ne suis pas super motivé à le vendre. Ça veut dire que moi c'est Leïla avec qui je travaille, c'est un courtier avec qui je travaille, qui travaille avec nous, d'accord? Mais j'ai plein d'exigences. Tu sais,
je dois pas vendre dans un certain nombre de mois, tu sais. Je vais dire, bah là, tu vas me chercher des clients préqualifiés. Je veux pas qu'ils viennent visiter s'ils n'ont pas la qualif. Tu sais, j'ai plein d'exigences en tant que client. Je suis un client que tu n'as pas envie d'avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je veux pas je veux pas le vendre le moins cher possible. Ça m'intéresse pas. Mhm. Prendre à mon prix, même si ça prend plusieurs mois, ça me dérange pas. D'accord? Mais toi, en tant que courtier, ce qui t'intéresse, c'est de faire un maximum de transactions dans un temps le plus court possible. Pas possible. Okay? Donc, si demain, tu n'as que des clients que je ne souhaite pas comme moi, bah, tu vas dire, mais je ne sais pas comment. Ah ben non, je change de job. Hein. Tu comprends? C'est que ça te prend des clients motivés qui sont super, qui sont déterminés à vendre. Tu vois? Mm. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, parfaitement. Je te remercie. Formidable. Good. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, vas-y, Je veux juste me permettre de rajouter quelque chose. Il y a deux choses qui sont importantes, Kaina, c'est la motivation du client à vendre et puis la fenêtre. Que ça se peut que le client ait reçu un avis 60 jours, mais il n'est pas encore prêt. Et ça se peut que tu ailles le voir, puis la fenêtre ne soit pas encore. Ça s'en vient, mais elle n'est pas tout à fait arrivée. Là. Puis ça se peut aussi qu'avec ton bagage à outils que tu arrives, ce ne soit pas les bons outils que tu as dans ton coffre à outils. Okay? Par exemple, il y a un avis 60 jours, puis il est expiré. Puis là, il y a des processus qui sont commencés au tribunal. Ben, peut-être que tu n'auras pas le temps de faire le mandat, de le mettre en vente, puis trouver un client pour l'acheter. Oui. Puis si tu arrives avec les bons outils, puis tu es capable de garantir au client qu'il va perdre ses choses, puis en signant un mandat avec toi qui va sauver ses fesses, ben, il va signer le mandat avec toi. Tu comprends? Donc, ça prend le bon type de client, la bonne fenêtre, puis le bon coffre à outils. Puis quand tu as tout ça, en plus avec une équipe qui te soutient puis qui a de l'expérience en sauvetage, ben tu fais juste gagner. Là. Tu comprends? C'est clair. Au lieu de faire de la prospection traditionnelle comme font les courtiers, c'est-à-dire faire des publicités sur Internet, avoir des listes, acheter ou vendre les listes ou les. En tout cas, de toute façon, quand tu reçois une liste de ton agence aussi, tu peux les produire toi-même, mais ce n'est pas garanti que ça va être unique. Là, de cette façon-là, il n'y a pas de compétition parce que nous, quand on donne des références à nos prospecteurs, on ne les donne pas à 2, à 3 ou à 4, c'est une personne seulement. Donc, il n'y a pas de compétition, donc c'est bien plus intéressant de commencer à faire de la prospection. Là. Et est-ce que c'est des avis 60 jours? Non. On n'utilise pas ça. Je pense qu'on va en parler dans la deuxième partie de comment on travaille. Mais ce n'est pas les avis 60 jours. Il y a beaucoup de compétition, puis il va y en avoir de plus en plus. Là, les gens, ils commencent à voir qu'il y en a de plus en plus. Alors, les gens, il commence à y avoir de plus en plus de prospecteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Donc, il faut toujours se mettre dans une situation où il n'y a pas de compétition. Moi, j'appelle ça faire de la prospection moderne versus faire de la prospection traditionnelle. La prospection moderne, ben, il faut réfléchir comme il faut avant de poser des gestes. Super. Merci, Jacques. La bonne nouvelle, Kaina, c'est que tu as choisi directement le bon, je dirais, tu l'as compris rapidement. Hein, tu as parlé de clients vendeurs et clients acheteurs. Hein, et tu as compris rapidement que c'est les clients vendeurs qu'il faut que tu sollicites parce que pour durer dans le métier de courtier, il faut que tu inscrives des bâtisses. C'est clair. Hein, l'acheteur qui pense acheter, ben, des fois il pense, des fois il n'a plus envie, après il change d'avis, après blablabla. Et c'est infernal de travailler avec des acheteurs. Ah, c'est terrible. Écoute, j'en ai une couple là, c'est très demandant. Écoute, c'est l'hésitation, on fait une offre, on ne fait pas. OK, les délais de prise de possession sont trop loin. Est-ce que je peux… En tout cas, c'est compliqué. Ben, c'est ça. Ben, je suis content de t'entendre parce que c'est vrai que ça fait mal et c'est pas très agréable. Oui. Il faut sortir de cette situation inconfortable. Ouais, rapidement. Effectivement. Donc, acheter des propriétés, c'est l'avenir des courtiers. Super. Merci. Est-ce Good. qu'il y a Est-ce qu'on a quelqu'un qui aurait une autre d'autres question? oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour à tous. Oui, salut Jérémy. Donc, Oui, bonjour. moi j'ai une question. Justement, On va prendre, on a Jérémy et Marie, donc on va prendre Jérémy d'abord et Marie, ça sera à toi après. Vas-y Jérémy, on t'écoute. oui, donc par rapport, j'ai signé une promesse d'achat justement hier pour une maison à Terrebonne. Au niveau du financement, je me demandais si vous connaissez des prêteurs qui acceptent de financer sur la valeur future du bâtiment sans prendre en considération les revenus bruts de la personne actuellement. Soit que ce soit par exemple un prêteur alternatif ou bien dans un but de faire une rénovation puis de revendre dans le futur.
Donc, Donc, je peux répondre en partie à ça. Là. La valeur future, c'est pas une vraie valeur, c'est une valeur que personne ne se base dessus. Personne ne fait ça. Après ça, ben, tes revenus, ben, dépendant du type de revenus que tu as, il y a des prêteurs alternatifs qui peuvent les prendre, mais je ne connais pas tes types de revenus. Et c'est super capital dans une transaction. Là. Alors, il y a les revenus, il y a le crédit que tu as, il y a la mise de fonds que tu mets, puis la valeur de ta propriété, mais c'est la valeur actuelle. Et souvent, les banques elles vont faire ta valeur actuelle en vente rapide, pas la valeur maximale que tu pourrais la vendre. La réponse actuellement, dans est le un fond, petit peu mitigée. actuellement, j'ai la propriété hors marché, donc environ là, avec un bon rabais que je peux faire de l'optimisation et encore une marge de profit comparativement au comparable du secteur. Puis, évidemment, la mise de fonds, ce n'est pas le problème. Le 20 il serait présent. Mais je me demandais justement si, par exemple, personnellement, je n'ai pas les revenus pour à côté le financement de la valeur de la propriété. Est-ce que justement, je peux prendre un prêteur qui va regarder la valeur future après rénovation? Si, par exemple, on fait justement des plans puis on détermine avec un courtier la valeur, par exemple, dans 6 mois suite aux rénovations. Je veux juste clarifier quelque chose, Ce que tu es en train de faire, c'est pour vivre dedans ou c'est pour flipper la bâtisse? Pour la flipper. Donc, je vais payer l'imposition, il n'y a pas de problème. Pour flipper la bâtisse. Ok, d'accord. Donc, ton Exactement. objectif, c'est d'acheter une maison, de l'optimiser, de la revendre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des travaux à faire à l'intérieur. Très bien. Exact. Les travaux ont déjà commencé, puis on va les terminer. Ok. Est-ce que tu possèdes une maison, une résidence principale? Actuellement, j'ai une entreprise qui possède un bâtiment. Puis, sinon, personnellement, tout seul, non. Ou est-ce que À tu mon nom possèdes personnel, non. d'autres collatérales? Est-ce que tu possèdes d'autres collatérales? Dans le fond, je suis une collatérale sur la maison de mon père, qui a une équité dessus. Sinon, sur un terrain agricole. Mais sinon, c'est pas mal tout parce que sur l'entreprise, actuellement, justement, on l'a financé pour rénover, donc il n'y a pas d'équité sur le bâtiment d'entreprise. OK. Parce que souvent, le prêteur, ce qu'il va regarder, c'est les garanties qu'il y a derrière. Hein. J'ai pour habitude de dire qu'un prêteur, c'est un prêteur, c'est pas un ange financier. Donc, en général, il va éviter de porter le risque. Hein. Comme l'a dit Jacques tantôt, la valeur potentielle, c'est une valeur spéculative. Donc, c'est une valeur qu'on espère avoir si on réalise certains travaux de rénovation. Ce qui est important dans ton projet, c'est de donner des belles garanties à ton prêteur pour qu'il finance ton projet. Toi, ton défi à l'intérieur, c'est quoi? C'est d'acheter la maison, c'est de financer les travaux? C'est quoi le problème que tu as à l'intérieur? De financer le bâtiment tel quel. Pas la mise de fonds le problème, c'est plutôt d'avoir un prêt non seulement pour passer avec une banque conventionnelle, on va passer par une banque alternative de type B pour qu'il regarde la valeur future. J'ai un ami qui m'a référé à ça, mais je me connais peu dans ce type de financement-là. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. OK, donc tu veux te financer à la banque, faire les travaux de rénovation et ensuite revendre la maison. Exactement. Donc, je prends un taux variable pour que la pénalité soit seulement 3 mois d'intérêt. Pourquoi tu ne vas pas avec un prêteur privé? Ensuite, le prêteur privé, je paierais 15 d'intérêt. Donc, par exemple, je finance 350 000 pour inclure les rénovations. Mais là, c'est environ c'est 45 000 pour 300 000. C'est un 7 500 avec, on va dire, un 52 500 d'intérêt. C'est quand même pas donné. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent qui serait perdu comparément, à passer à une banque d'alternative de type B que tu payes peut-être un 2 over d'une banque traditionnelle. Mais ça te payer, on va dire, 18 d'intérêt annuel sur ton prêt, mais c'est quand même une grande différence. Là. Surtout que, par exemple, si tu dure juste 6 mois, tu payes un 3 mois de pénalité, fait que mettons 9 mois de prêt hypothécaire, il va y avoir une grande différence au niveau de l'intérêt payé. Moi, si je peux me permettre de donner un conseil, là, ça serait d'aller consulter un courtier hypothécaire. Tu vas avoir au moins un profil de ta situation. Si tu ne peux pas obtenir de financement, ton profit il va être de 0. D'accord? Si tu utilises un prêteur privé et que c'est réalisable, un projet comme ça, au moins tu peux faire un profit. On appelle ça un coût d'opportunité, en fait. En fait, c'est comme si tu avais un partenaire tu prenais un partenaire avec toi pour te financer, mais que tu vas partager tes profits avec ton partenaire, mais en plus, ton partenaire, il ne va pas prendre de décision sur les travaux que tu vas faire. Donc, il veut une bonne garantie. Alors, l'idée, c'est je comprends qu'on essaie d'avoir les coûts d'emprunt les plus petits possibles, mais des fois, la rapidité, puis la capacité d'acheter un immeuble versus passer à la banque et prendre plusieurs mois, ça peut faire toute la différence. Surtout si tu trouves une aubaine. Là. Supposons que tu trouves une aubaine. On va se donner une idée. Tu as trouvé un immeuble qui vaudrait 100 000 sur le marché, puis tu es capable de l'acheter à 80, puis en plus, tu as une mise de fonds à mettre. Moi, comme prêteur, là, ça m'intéresse parce que je vais te financer sur la valeur qu'elle vaut et non pas sur le montant que tu vas l'acheter. Déjà, ça te donne du cash flow. Exact.
Ça peut payer même ta mise de fonds, ça peut payer les rénovations. Ça peut être ça, mais ça va dépendre du risque qui est pris. D'accord? Mais considère le prêteur privé non pas comme quelque chose qui coûte cher, mais comme un partenaire pour t'aider à obtenir tes résultats. D'accord? Ouais, parce Et que là, ça va changer ton minding, puis tu vas dire, ben, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive que, genre, je suis prêteur privé moi-même, mais des fois, ça m'arrive que j'emprunte parce que je n'ai pas la liquidité, mais j'ai une super occasion. Mhm. Parce qu'au final, ce qui est important pour toi, Jérémy, c'est que c'est bien de faire des transactions, mais le but, c'est de pouvoir en faire à répétition des transactions. Et là, dans le chemin dans lequel tu vas, tu cherches quand même un chemin difficile parce que tu es en train de chercher un financement conventionnel qui, au final, ce n'est pas le but d'une banque ou d'une alternative de faire des projets court terme. En général, ils n'aiment pas trop ça. En général, c'est la game d'un prêteur privé. Donc, ça veut dire que si tu rentres dans cette typologie-là où ton deal, il va fonctionner uniquement si le financement que tu trouves match avec, tu risques de complexifier ta machine. D'accord? Tandis que ce que disait Jacques, si ton deal fonctionne avec un prêteur privé, même si tu gagnes un peu moins de profit, mais là, tu vas pouvoir en faire plein. Parce que tu vas régulièrement identifier des deals que tu es capable de faire avec des prêteurs privés, tu comprends? Je comprends. Parce que le but, c'est que tu en fasses le plus souvent. Il faut que tu en fasses tout le temps. Ça, mais je vous remercie pour vos répond à ta conseils. question, Jérémy? Avec plaisir. Oui, bien sûr. Donc, je regarde avec mon conseiller hypothécaire, puis au besoin, là, j'irai consulter un prêteur privé. Mais c'est sûr que Sinon, de on notre pourra côté, appeler s'il veut Jean. vraiment des garanties, Tu pourras aussi appeler Jean. Jean, il travaille avec nous, que nous, on est prêteurs privés. Si on peut participer à ton projet et qu'il est réalisable et qu'on pense que tu vas faire de l'argent avec, ben, on les prend en marque. parfait. Puis vous, est-ce que vous prenez des garanties sur un bâtiment connexe ou seulement sur le bâtiment en question? C'est une valeur Ben, il faut regarder le dossier en général. Nous, on regarde les revenus, le crédit, la mise de fonds et la propriété. Ça, c'est important pour nous. Puis, on va prendre notre jugement en fonction de ces grands 4 paramètres. D'accord? Revenus, crédit, mise de fonds, propriété, comme la RCMP, comme la police montée en anglais. On va en parler tantôt. Pour appeler les gens, il y a ce numéro de téléphone, ça peut être par rapport à votre. Jean, tu pourrais-tu écrire ton numéro dans le chat pour Jérémy, s'il te plaît? Jean, il est juste ici avec nous, il travaille avec nous. Excellent. Alors, Marie, maintenant. S'il te plaît, Marie. Marie. Marie, elle est dans les Renault, là. Là, si tu nous entends, Marie. Ah, elle est comme figée, donc on va laisser quelques secondes pour la chance. Il reste encore 1 minute ou 2 pour poser encore une question, et puis ensuite on va passer à la deuxième partie. Il reste encore 3 minutes pour poser une question. Alors, Marie, je crois. Marie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Oui, mais là, je vous entends. Je sors pour déposer mon enfant à la garderie, donc le timing n'est plus très bon. Là. Et ma connexion du téléphone marche. Ça va mettre un peu du temps ça va couper un peu. Mais sinon, je vous entends. Super. Alors, moi, j'ai une question. C'est que moi, je suis nouvelle dans l'immobilier. Je m'excuse, peut-être que vous n'allez pas me voir parce que je dépose mon téléphone pour conduire vite l'enfant au travail. Je m'excuse pour ça. Mais moi, je suis vraiment nouvelle dans l'immobilier, puis je suis enseignante de carrière. Et j'ai vraiment des sérieux problèmes pour trouver de l'argent pour continuer à investir. Donc, j'ai une maison où j'habite et puis j'ai 2 condos où il y a des locataires dedans. Puis là, je suis en train de construire une autre maison que je voulais faire comme un Airbnb. Alors, j'ai vraiment un problème pour être avec les banques pour qu'on m'accepte avec tout ce que j'ai comme bien. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez d'autres stratégies, vous avez d'autres moyens pour m'aider à réaliser ce que je vais faire? C'est une grande question, Marie, parce que ça mériterait de creuser davantage. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, tu as une résidence principale, tu as 2 condos et tu veux racheter encore une autre résidence résidentielle pour faire du Airbnb. C'est ce que je suis en train de comprendre. D'accord? Oui. Ça mériterait de creuser, ça mériterait de creuser davantage, à savoir quels sont tes objectifs en immobilier. Mais là, tu es en train d'essayer de financer du résidentiel à plusieurs reprises sur des projets qui, ce que je comprends, sont des projets long terme. Donc, le résidentiel, en général, tu vas être rapidement à côté avec tes revenus à toi. On va couper le micro parce que sinon, on ne va pas s'entendre. Hop là.
Donc, tu vas vite être à côté à tes revenus, avec tes revenus personnels. D'accord? Au bout d'un moment, quand tu fais que du résidentiel, au bout d'un moment, ça va être que tes revenus personnels qui vont être pris en considération. Donc, il est peut-être normal, c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à te financer. Donc, après, dépendant des objectifs que tu veux avoir en immobilier, des objectifs en immobilier, on peut en avoir plein. Ça peut être du cash flow, ça peut être de l'investissement long terme, ça peut être de faire des flips, ça peut être de faire… ça mériterait qu'on creuse davantage, mais aujourd'hui, on n'aura pas trop le temps parce qu'on doit passer à la deuxième partie. Mais je te dirais peut-être de reconsidérer les investissements que tu choisis. OK? Et savoir c'est quoi qu'est-ce que tu veux faire en fait au final. D'accord? Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est comme, même quand je suis en train de construire une maison, c'est vraiment des essais. Je ne m'y connais pas dans l'immobilier. Je suis en train de me mettre par moi-même. Donc, j'étais d'accord de voir que je peux m'inscrire pour la formation du 29 août, mais le problème, c'est que moi, je recommence l'école. Je suis enseignante. Donc, je recommence l'école le 28 et le 29, ça devient un peu difficile pour moi. Mais j'aimerais vraiment m'investir complètement pour voir, je commence aussi à comprendre que je peux… Bon, le son est comme un petit peu mauvais, Marie, mais ce que je t'invite, c'est que oui, effectivement, c'est bien de vouloir prendre de la formation, mais c'est important de savoir ce que tu veux faire à terme, à la fin. Et dans tous les cas, il va falloir prendre le temps de te former. C'est important parce qu'il va falloir que tu aies des compétences et des connaissances pour faire ce que tu as à faire. OK. OK, on va passer à la deuxième partie. Ok, merci. Avec plaisir, Marie. Mais est-ce que je laisse mon numéro? Est-ce que je laisse mon numéro pour que vous m'appelez, vous me contactez? Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux rejoindre la formation, je te conseille de t'inscrire pour la prochaine. Je vais laisser les coordonnées à la fin. Et puis, je t'invite à participer au salon qu'on a régulièrement pour qu'on puisse répondre à tes questions. Comme ça, j'aurais besoin d'en savoir un petit peu plus davantage sur ce que tu fais. Ouais. Ben, le mieux aussi pour Marie, ce serait d'identifier c'est quoi son projet, où elle veut aller, puis aller consulter un courtier hypothécaire pour voir quelle stratégie tu peux prendre pour y arriver et si tu peux y arriver. Alors, après ça, tu prendras des chemins appropriés pour faire de la croissance en immobilier. Alors, les petits immeubles de 1 à 4 logements, on vient vite saturer avec ça. Après ça, ben, ça peut être le multilogement ou ça peut être les immeubles commerciaux qui peuvent être une alternative aussi, ou sinon d'avoir une stratégie adaptée. Mais ça, c'est vraiment un expert en financement hypothécaire qui va pouvoir t'aider pour ça. D'accord? Oui. Et les connaissances… On ne peut pas régler des cas par cas comme ça. Ok, merci. Mais est-ce que vous avez… Oui, on a un courtier. Si tu veux m'écrire tout à l'heure, je te donnerai le nom d'un courtier que j'ai confiance. D'accord? Good. Merci beaucoup. Merci, Super. Marie. On va passer à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, en général, c'est des histoires à succès. Donc, on vous explique des transactions que l'on fait. Nous, au Carrefour, on en fait plusieurs par mois, des transactions. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va vous expliquer comment nous, est-ce qu'on fait des transactions à répétition. On va commencer au début des défis principaux des prospecteurs. Est-ce que vous les connaissez? Les principaux défis des prospecteurs. Est-ce que quelqu'un a une idée? Le premier en général. Personne n'a d'idée? Défi des prospecteurs? Je vais vous donner le premier défi. Moi, je les ai nommés tout à l'heure. Le premier défi, c'est de trouver des deals. Ça, c'est la première chose. Le prospecteur, en général, le premier défi qu'il a, c'est de trouver des deals. Le deuxième, c'est de le qualifier. Comment est-ce que je fais pour savoir si je suis en face d'un deal ou si je ne suis pas en face d'un deal? Ça, c'est important de le savoir. La troisième chose, c'est de le closer. Parce que c'est bien beau de trouver un deal, mais si tu ne sais pas terminer ta vente, ça ne va pas marcher. Il y a Abraham Lincoln qui disait que celui qui a une bonne idée mais qui ne sait pas la vendre n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc, c'est très important de connaître, de savoir maîtriser l'aspect vente qu'il y a justement dans ce processus-là. Et le dernier défi, qui n'est pas un petit défi, c'est trouver l'argent / le financement. C'est les principaux défis auxquels font face les prospecteurs. Et je dirais
n'importe quel investisseur immobilier. Alors, à ton avis, de quoi tu as besoin pour combler ces défis? C'est qu'il y a une idée. Il y a 4 ingrédients. Vas-y, Kaina, est-ce que tu as une idée? Motivation. La loi du nombre, hein, on s'entend. Alors, la motivation, c'est bien, mais c'est éphémère. Mhm. Okay, parce que tu vas être motivé longtemps, mais si ça ne fonctionne pas ce que tu fais, tu risques de te décourager. Mhm. Hein, on est d'accord là-dessus? Donc, il y Ouais. a 4 grands ingrédients en général lorsqu'on veut faire des transactions à répétition. La première, c'est le data. Hein, on a parlé tantôt, mais il te faut du data. Ça veut dire qu'il te faut un endroit où tu vas collecter des données qui vont être tes leads. Où est-ce que tu vas chercher tes données? Ça, c'est très important. C'est super important d'avoir des data, et je dirais encore du data de qualité. Parce que du data, on peut en trouver n'importe où. Mais il faut du data de qualité. Ça, c'est la première chose dont tu as besoin. C'est le premier ingrédient dont tu as besoin. Le deuxième, c'est des connaissances, et je dirais des connaissances nichées. Vous avez vu en intro, on vous a dit que nous, on est spécialiste du sauvetage immobilier. Vous venez nous parler de sauvetage immobilier sans fausse modestie, je pense qu'on est les meilleurs au Québec. Par contre, tu viens me parler de chalets, de multilogement ou de… Je ne vais peut-être pas être la meilleure personne pour te conseiller là-dessus. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, le conseil, si j'ai un conseil que je donnerais à mon meilleur ami, c'est que la connaissance, on aura une connaissance nichée pour devenir l'expert de ton marché. Donc, du data, des connaissances nichées, c'est la deuxième chose. Deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est des compétences. Il te faut des compétences. Et il te faut des compétences, en l'occurrence, de vente. Parce qu'il va falloir que tu sois capable de vendre ton produit, ton service ou même tes idées. Okay, on s'entend que lorsque tu vas avoir un projet sur lequel tu dois trouver des investisseurs, il va falloir que tu sois capable de le vendre à tes investisseurs pour qu'ils sortent le portefeuille de leur poche et que les billets commencent à danser sur la table. D'accord? Donc, c'est important de savoir vendre tes idées, mais le vendre de façon éthique, bienveillante, et ça s'apprend. Et c'est une des compétences la plus négligée de tous les investisseurs immobiliers. Ils pensent que si j'ai un bon deal, je vais trouver des investisseurs. Pas vrai. D'accord? Parce que tu as un bon deal, qui te dit que l'investisseur va te faire confiance? Comment tu fais pour bâtir la confiance avec des investisseurs? Okay? Donc, ça, c'est des compétences qui se développent. D'accord? Ça ne s'improvise pas. Et la dernière chose, c'est d'avoir une équipe. Lorsque tu dois faire une transaction, tu verras qu'il y a plein de personnes qui sont impliquées dans cette transaction. Mais si tu travailles tout seul dans ton coin et que les autres personnes ne sont pas impliquées ou elles ne te connaissent pas, ça va être extrêmement difficile de mener à bien une transaction au complet. OK? Je prends un exemple tout bête. Hein. En immobilier, tu as souvent besoin d'un notaire. Hein. Un notaire, tu en as tout le temps besoin d'un notaire. Mais c'est qui le notaire avec qui tu vas faire affaire? Un notaire que tu as trouvé sur Google et que tu vas aller dans ton dossier et par hasard voir si ça marche pas, ou un notaire avec qui tu as des relations d'affaires, qui va dire « Ouh là là, attends, il y a un dossier qui vient de Carrefour, il va passer devant tout le monde, celui-là, parce que Carrefour, on les connaît, on travaille beaucoup avec eux. » OK? C'est important, ça. Donc, ça, c'est les principaux ingrédients que tu as besoin. Aujourd'hui, je vais te montrer comment nous, est-ce qu'on fait pour faire des transactions en immobilier, pour en faire plusieurs par mois, parce qu'on en fait plusieurs par mois. Que ce soit du prêt privé, des locations achat, toutes des choses qu'on a dans le domaine, c'est plusieurs par mois qu'on en fait. D'accord? Donc, ça, c'est les 4 ingrédients. Tu veux les prendre aux photos, c'est les 4 ingrédients que tu as besoin dans ta recette magique. Donc, le premier ingrédient, c'est le data. Nous, on a développé notre propre logiciel qui s'appelle Weeby. C'est une intelligence artificielle qui va extraire les actes qui nous intéressent. D'accord? Tu dis, mais OK, pourquoi tu développes ton propre intelligence artificielle? Parce qu'il y a des outils sur Internet maintenant aujourd'hui. Mon prospecteur, JLR, il y a des outils qui existent. Pourquoi se casser le pompon à sortir, à développer sa propre source de data? On l'a évoqué tantôt. C'est moi, ce qui m'intéresse, d'avoir des data où j'ai le moins de compétition possible. Si je vais acheter du data sur des plateformes qui sont partagées, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais rejoindre le client, on va être 50 000 à avoir essayé d'avoir rejoint le client. D'accord? Tandis que si je possède ma propre data que j'ai extrait qui m'intéresse à moi, là, je vais avoir moins de compétition.
Puis surtout que si ma data, je l'ai développée avec des paramètres que j'ai besoin, ou je veux peut-être enlever de ces datas-là un client délinquant, ou je veux peut-être ou je veux peut-être identifier un client qui a de fortes probabilités de mettre en vente sa maison. Il y en a, quand tu as les bonnes datas, de savoir, tiens, lui, il a de fortes probabilités de vendre. Là, c'est des choses qui vont m'intéresser, moi, que je ne vais pas forcément trouver sur du data partagé. OK? Donc ça, c'est comment est-ce qu'on fonctionne, nous, c'est qu'on a développé notre propre logiciel pour extraire le data qui nous intéresse. Et comme ça, on va pouvoir le travailler avec notre équipe et les gens qui collaborent avec nous. Donc ça, c'est la première des choses qu'on a mis en place. La deuxième chose, c'est les connaissances. Qu'est-ce que je dois vérifier pour être certain que je puisse réaliser une transaction rentable et sécuritaire? Parce que c'est ça qui nous intéresse en tant qu'investisseur immobilier, et c'est toi qui t'intéresse certainement. Si tu veux faire des transactions immobilières, tu veux une transaction rentable et sécuritaire. Tu ne veux pas prendre une transaction où tu vas être mal pris avec une propriété qui ne devient pas rentable ou une prise en paiement ou des choses comme ça. Okay, tu veux être sûr que la transaction que tu vas faire va être rentable et sécuritaire. Nous, on a 4 points que l'on vérifie. Jacques les a évoqués tantôt. On appelle ça le RCMP pour faire référence à la garde montée au Québec. Mais c'est les 4 points qu'on va regarder. On va regarder le revenu de la personne qui va emprunter ou qu'on va financer. Est-ce que la personne, elle va avoir une porte de sortie, une capacité de paiement si on la finance? D'accord. Si on la finance, si on fait une vente ordonnée, si on fait une location achat, peu importe, on va regarder quand même le revenu. C'est qui la personne qui est derrière? On va regarder le crédit. Le crédit, c'est le profil de… C'est le crédit. En général, on a une citation chez nous, on dit « Donne-moi ton index aux immeubles et donne-moi ton crédit, ton bureau de crédit, je te dirai qui tu es. » Le crédit, c'est tes habitudes de consommation. Est-ce que tu vas avoir un crédit où je vais voir plein de défauts et plein de balances? Et là, je me dis « Oulala, mais c'est quelqu'un qui ne paye pas. » Ou est-ce que tu vas avoir un crédit d'une personne qui paye bien? Ou est-ce que tu vas avoir un crédit qui, il y a eu des problèmes et un problème correspond au moment où il s'est passé un événement dans ta vie? Ça, c'est des choses qui vont influencer ton jugement en tant qu'investisseur. Est-ce que j'ai en face de moi une personne qui ne paye jamais personne? Est-ce que j'ai en face de moi un bon emprunteur? Ou est-ce que j'ai en face de moi une personne qui a eu un accident de vie? Ça, tu dois avoir les connaissances pour être capable de le faire. Et après, il faut également les connaissances pour être capable de dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce dossier-là pour qu'il y ait un dénouement et que ce dossier se transforme en transaction rentable et sécuritaire. Donc, c'est les 4 choses qu'on regarde. Le revenu, le crédit, le RCM comme la mise de fonds / l'équité, d'accord, c'est ça qu'on va regarder dans une bâtisse, et le P, la propriété. C'est quelle propriété que l'on finance? Est-ce que c'est une propriété toute démolie qui est au fond d'un rang, ou est-ce que c'est une bonne propriété qui est dans une ville dynamique, qui a été entretenue avec soin, puis ainsi de suite? D'accord? C'est important de regarder tout ça. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient qu'on utilise. Troisième ingrédient, c'est les compétences. Comment est-ce que tu vas faire pour donner envie à ton prospect de faire affaire avec toi et personne d'autre? Comment est-ce que tu vas faire ça? Souvent, ça va venir de ta mission. La mission du Carrefour, je vous le rappelle, c'est d'aider les familles québécoises à garder leur maison. La mission du Carrefour, ce n'est pas de faire des coupes-circuits en achetant des maisons à rabais au détriment du vendeur. OK? C'est 2 choses totalement différentes. Donc, quand je vais approcher un client, un prospect, et je vais dans son intérêt à lui, il est évident qu'il va me faire confiance. Et il est évident que si tout mon système est basé sur ses intérêts à lui, bien entendu, je vais être rémunéré à faire ça. D'accord? Là, il va me choisir moi que les autres. OK? Donc, c'est important dans les compétences que vous allez développer. Il va falloir des compétences qui règlent un problème à votre client, mais il va falloir également l'expliquer et puis le vendre, ça, à votre client. Il va falloir savoir vendre vos idées. D'accord? Et le vendre pour qu'il ait envie d'acheter, pas que vous le forciez à acheter. OK? Il y a 2 types de vente, à mon sens, 2 grands types de vente. Il y a ce qu'on appelle la vente à pression, que personne n'aime. Si vous êtes déjà rentré, on va prendre l'exemple des garagistes, mais qui veut essayer de vous vendre sa voiture à tout prix. C'est en général, on n'aime pas ça. Et on a la vente conseil, la vente où on se sent réellement écouté par la personne qui nous écoute et qui nous propose la solution qui nous convient à nous, pas à ses poches à lui. OK? Donc ça, c'est des compétences qui s'apprennent. Ce n'est pas des compétences qu'on improvise. Et d'ailleurs, c'est des compétences qui sont les plus négligées en général par investisseurs, courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires. D'accord? En général, ceux qui sont courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires,
Vous allez me dire combien d'heures il y a dans votre formation de courtage hypothécaire, de courtage immobilier qui sont sur comment est-ce qu'on donne confiance aux clients, comment est-ce qu'on fait pour vendre, combien il y a d'heures qui sont prévues là-dedans? En général, moi, je vais vous donner la réponse. Il y en a 0. Il y a 0 heure qui sont prévues pour bâtir des relations d'affaires avec les gens. Pourtant, c'est la compétence la plus importante. Tu as beau être un bon technicien, si tu ne sais pas vendre tes techniques, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Okay? Quand vous allez dans une entreprise, vous avez toujours un département vente et un département technique. Et en général, ce n'est pas les mêmes personnes qui travaillent dans les deux. Pourquoi? Parce que les deux sont complémentaires. Un bon technicien fait de la technique, un bon vendeur fait de la vente. Okay? Donc, c'est très important de savoir ça. C'est des compétences qu'il faut développer. C'est ce qu'on fait, nous, au Carrefour. Donc, on a l'équipe de prospection et puis on a l'équipe de souscription à l'intérieur qui va faire la vérification des dossiers. Et la dernière chose, c'est l'équipe. Hein. Dans les transactions, tu vas avoir besoin d'un notaire pour faire tes transactions. Donc, c'est quel notaire que tu vas trouver? Est-ce que tu vas trouver un notaire comme ça ou est-ce qu'un notaire avec qui tu as des affinités? Il va te falloir des investisseurs. On a parlé tout à l'heure de financement. On a besoin d'argent pour faire des transactions. Comment est-ce que tu vas trouver tes investisseurs? Est-ce que tu vas faire un post Facebook? Est-ce qu'on trouve des bons investisseurs en faisant un post Facebook? En général, non. En général, les investisseurs, c'est des gens avec qui on bâtit des relations de confiance. Pour bâtir des relations de confiance, au tout début, il faut que des investisseurs aient déjà fait des transactions avec toi et des transactions qui se soient bien passées. Et si en plus tu es skin in the game, ça veut dire que tu mets ton argent dans la transaction et que les transactions se passent bien, bien ils vont avoir le goût de faire affaire encore plus avec toi. Okay. Courtier, avocat, 3 petits points. C'est toutes des personnes que tu as besoin d'avoir autour de toi, des personnes avec qui tu as des relations d'affaires. Des courtiers, il y en a plein au Québec. Ils ne sont pas tous bons. Il y a des très bons courtiers avec qui tu as envie de faire affaire. Il y a des courtiers qui ne sont pas éthiques du tout, que tu as envie de barrer et que tu ne feras plus jamais affaire. On en a au Carrefour. On a comme une liste de courtiers qu'on a barrés. De courtiers qui essayent de m'envoyer ces cochonneries en me disant « Oui, t'inquiète pas, c'est un bon lead, il faut que tu le finances. » Et je vais repérer qu'il m'a envoyé ses poubelles. Ben là, la prochaine fois qu'il m'envoie un lead, je vais le barrer. Okay. Mais ça, c'est des choses que tu dois être capable de faire également si tu dois construire une équipe, d'identifier ces personnes-là, ce qu'on appelle les sources de référence. Tu as 2 types de sources de référence, bienveillantes ou malveillantes. Okay. Donc, c'est important d'avoir son équipe. Les avocats, il n'y a pas que des bons avocats aussi au Québec. Est-ce que tu as un avocat qui va essayer de t'asphyxier avec ses honoraires ou est-ce que tu as un avocat qui va travailler pour toi et qui va faire en sorte de trouver les solutions créatives pour que le dossier arrive à son dénouement? D'accord? Donc, comment tu vas faire pour donner le goût à toutes ces sources toute cette équipe-là de faire affaire avec toi lorsque tu es tout seul? Okay, donc, c'est important de développer ça. Donc, c'est comme ça que nous, on travaille vraiment, on travaille en équipe. Donc, c'est tous ces éléments, tous ces ingrédients que tu dois mettre en place pour faire des transactions en répétition. OK? Donc, quand c'est en place, voilà ce que ça donne comme résultat. Donc, quand tu as une source de lead abondante, eh bien, tu as accès à des leads exclusifs et de qualité. D'accord? Donc, ce qui te permet de gagner beaucoup de temps. Nous, en général, les leads qu'on a, c'est des leads où il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de compétition, on gagne beaucoup de temps dans la transaction. Qui c'est qui manque de temps ici? Je pense que tout le monde manque de temps. Je pense que le temps fait partie des problèmes de beaucoup de gens. Okay? Quand tu as des leads qui sont abondants et des leads de qualité, là, tu vas sauver beaucoup de temps. Surtout s'ils sont exclusifs, il n'y a personne qui est dessus. Donc, il n'y a que toi. Ça, c'est intéressant. Deuxième chose, c'est que tu as la capacité d'identifier un bon deal d'un mauvais deal. Ça, c'est ce qu'on appelle les connaissances. Les connaissances, quand tu les as et quand tu as une équipe qui a ces connaissances-là, eh bien, ça va beaucoup plus vite. D'accord? Si dans ton équipe, tu as quelqu'un, moi, j'en bénéficie tous les jours et j'en ai même bénéficié à mes débuts depuis que je collabore avec Jacques. Moi, j'ai un téléphone, j'ai un numéro de téléphone qui est là presque 24 heures sur 24. Où je décroche mon téléphone et je peux demander un conseil à un expert qui a plus d'expérience que moi. Mais ça vaut l'or parce que ça te permet d'aller beaucoup plus vite pour prendre des décisions dans ta transaction. Okay? Quand tu es tout seul et que tu as des doutes, là, tu es obligé d'appeler des experts qui vont te facturer à l'heure et qui n'ont rien à faire si ça marche ou ça ne marche pas ton deal. Parce qu'ils ne sont pas impliqués dans la transaction. Okay? Donc, nous, en équipe, comme on est impliqué, on a l'avantage d'aller beaucoup plus vite. Il y a des approches. Tu as une approche qui donne envie de faire affaire avec toi et personne d'autre. Donc ça, quand c'est mis en place dans ton équipe et que toute ton équipe est formée à cette approche-là, ça te permet de faire beaucoup plus de transactions. Okay? Et tu as accès à tous les experts dont tu as besoin ainsi que l'argent.
Okay, donc, tous les experts que tu as besoin, notaire, avocat, c'est que des gens que l'on connaît. Donc, moi, demain, j'ai besoin d'un notaire, je sais chez qui je vais envoyer. Demain, j'ai besoin d'un avocat, je sais qui je vais appeler. J'ai besoin d'un courtier, je sais avec qui je fais affaire. Ils me connaissent, on se connaît, la relation d'affaires est bâtie. Je n'ai pas besoin de réexpliquer à chaque fois comment est-ce que je travaille et tout ce qu'il y a à faire. D'accord, ça va très, très vite lorsque tu as tout ça dans ton équipe. D'accord, donc, c'est tous ces ingrédients-là qui nous permettent, nous, au quotidien, de faire des transactions à répétition. Alors, voilà, ça fait beaucoup d'éléments et on survole un petit peu, bien entendu, parce qu'en 30 minutes, il vous reste à peu près une dizaine de minutes avant la fin. C'est difficile de rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est comme ça qu'on fonctionne nos carrefours immobiliers. C'est des questions qu'on nous pose souvent. Comment est-ce que vous travaillez? Aujourd'hui, on vous livre notre méthode. Donc, est-ce qu'on a des questions sur notre mode de fonctionnement, nos systèmes, tout ce que je vous ai montré tantôt? Je pense que trouver des deals, c'est quelque chose de le plus difficile pour tout le monde. Hein. Est-ce que je me trompe? Là? Alors, trouver des deals, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a soit se développer des sources de référence pour se trouver des deals. Alors ça demande beaucoup de compétences, puis ça va demander du travail avec vos sources de référence pour les développer, qui vous fassent assez confiance pour vous les référer. C'est long, mais ça fonctionne bien à long terme. Il y a le marketing, il y a la publicité. Et puis, je dirais le dernier qui à mon avis, fonctionne le mieux, mais ce n'est pas non plus facilement accessible, c'est de transformer vos données en connaissances. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Vous êtes dans un système comptable, puis là, vous entrez une facture, vous dites, j'ai eu une facture aujourd'hui, le 12 juillet 2023, j'ai payé Bell Canada, puis j'ai payé 58 $. Ça, c'est du data. On est d'accord avec ça? C'est tout simplement du data. Je vous ai donné une information, c'est une date, un fournisseur, un montant. Par contre, maintenant, si je veux obtenir des connaissances, est-ce que ça pourrait être de commencer à analyser c'est quoi quand est-ce que j'utilise le plus de minutes de mon téléphone? Puis là il va falloir que je commence à utiliser plusieurs data pour transformer ça en connaissances. D'accord? Et quand vous consultez le registre foncier, qui est votre principale source de data, vous devez mettre un numéro de cadastre, puis ça vous donne l'index aux immeubles, puis vous devez analyser un par un qu'est-ce qui se passe. Okay? Alors, si vous voyez, par exemple, que, je ne sais pas, M. Dupont, il a fait une déclaration de transmission, puis il a vendu sa maison à Mme Y. En fait, il a donné sa maison à Mme Y. Mais si vous saviez que M. Dupont, là, quand il est décédé, puis il a fait 8 déclarations de transmission, est-ce que c'est plus intéressant d'aller parler avec sa succession ou c'est plus intéressant d'aller parler à celui qui en a juste une maison? Est-ce que vous voyez un petit peu la différence entre du data et des connaissances? Savoir que la personne en a 8, c'est des connaissances, puis savoir que monsieur il a légué une maison, ça, c'est juste du data. Alors, nous, notre logiciel qu'on a fait, c'est d'aller chercher les informations du registre foncier, de mettre ça dans une base de données pour être capable ensuite de brasser tout ça, puis d'extraire des connaissances de la base de données, et puis de cibler nos actions, cibler notre temps, qui est très limité, pour aller aller parler avec ces personnes-là qui ont un haut potentiel. Alors, si tu vas voir la succession, ça se peut qu'avec dans les 8 immeubles, les héritiers n'ont pas envie de garder les 8 immeubles. Ça se peut qu'ils aient besoin d'argent pour payer des impôts. Ça se peut qu'ils aient besoin d'argent pour faire des travaux. Puis ça se peut qu'ils veuillent en vendre une maison ou toutes les maisons. Et là, ça devient un contact beaucoup plus payant et beaucoup plus intéressant où vous gagnez du temps, puis vous allez avoir beaucoup plus de chances de faire une transaction que d'y aller au hasard. Alors, il sert à ça, notre logiciel. Si vous allez dans tous les autres logiciels, ça vous donne le data, des fois, beaucoup plus de data que je vous parle là, mais ça vous donne beaucoup de data sur une propriété. Mais ce qui est important, c'est les connaissances que vous allez extraire de la base de données pour identifier votre client cible.
votre client là, qui va vous faire apporter beaucoup d'argent. Effectivement. Good. Bon, on arrive vers la fin. Il nous reste un petit 5 minutes, donc j'ai quelques informations à vous partager. Donc, ben voilà. Donc, on vous a montré un petit peu comment est-ce que l'on fonctionne. Pour faire ça, tu as deux façons de faire. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise. Hein. C'est à toi de choisir. Soit tu crées ton propre système, soit tu rejoins un système qui est déjà en place. Les deux ont des avantages et des inconvénients dans les deux cas de figure. Donc, à toi de choisir ce que tu veux faire dans ta vie. Moi, je pense que lorsque tu fais partie d'une équipe qui est déjà en place, tu vas beaucoup plus vite. Alors, oui, ça implique que tu dois partager, mais tu vas beaucoup plus vite, donc tu fais plus de transactions. Après, c'est un choix personnel de chacun. Si c'est quelque chose que tu aimes, ce que tu as vu aujourd'hui, tu aimes notre mission, tu aimerais travailler en équipe, tu aimerais faire des transactions et aider des femmes réellement. Hein, j'ai mis en gras réellement, tu veux réellement aider des familles québécoises à garder leur maison, c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller sur ton agenda et t'inscrire à la prochaine formation. On va passer à peu près 3 heures ensemble. Ça va te permettre de voir un peu plus en détail ce que l'on fait, comment est-ce que l'on travaille et puis de joindre la théorie à la pratique. Puis surtout, ça va permettre de développer un petit peu la relation. Hein. Tu verras que l'immobilier, on traite avec des maisons, mais c'est souvent des êtres humains qui travaillent ensemble, des êtres humains qui se font confiance. Et pour que tu puisses collaborer avec quelqu'un, tu as besoin d'avoir confiance en tes partenaires. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas comment on peut travailler avec quelqu'un en qui on ne fait pas confiance. Donc, moi, j'ai besoin de faire confiance aux gens avec qui je collabore. Donc c'est ça. Donc, si c'est quelque chose qui te plaît, je t'invite à t'inscrire à la prochaine. Donc, c'est carrefourimmobilier.ca/calendrier. Il y a encore quelques places disponibles et puis c'est le 29 août. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé votre heure. Regardez, il est 12h56, donc on arrive à temps. Hein, on arrive à temps. On a fini à l'heure. Donc j'espère que vous avez apprécié votre rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, de bonnes ventes. Et puis j'ai hâte de vous voir prochainement. Merci. Bye bye. Merci, bye. Bye bye. Merci.